Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente Les L du patrimoine, un podcast réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la DRAC et le studio Flamboyance. Découvrons ensemble des personnes qui travaillent à la DRAC Hauts-de-France à Amiens et à Lille. Alors, je m'appelle Nicolas Mélard, je suis archéologue. Dans mon parcours, j'ai donc fait des études. J'ai commencé mes études en Allemagne, en archéologie romaine, en préhistoire et en géographie. J'ai fait un Erasmus après, pendant un an en France, et puis finalement je suis resté en France et j'ai terminé mes études en préhistoire en France. C'était un sujet qui me passionnait depuis longtemps, la préhistoire, et la France est riche en préhistoire, notamment en grottes ornées, et c'est surtout sur ce sujet des grottes ornées que je me suis spécialisé. Donc j'ai fait une thèse de doctorat en archéosciences. Alors du coup je me suis spécialisé dans les méthodes de laboratoire d'imagerie scientifique appliquées à l'archéologie. Alors il y a des personnes qui ont une influence sur moi. C'était notamment des enseignants qui m'ont marqué dans tous les matières que j'ai touchées, comme je disais, en géographie, archéologie, préhistoire. Mais ça peut être aussi des gens du passé, et notamment il y avait un personnage que j'ai découvert par cette collaboration franco-allemande qui était une Allemande du 19e siècle qui s'appelait Ida von Boxberg. Donc c'était une Allemande qui venait de l'Allemagne de l'Est, qui était d'une famille noble allemande, qui était bilingue. Alors du coup pour l'époque c'était une femme un peu exceptionnelle, et puis elle a déménagé en France pour venir dans une famille de la noblesse rurale normande, où elle devait éduquer les enfants à la maison en allemand et en français. Et elle était très très intéressée par l'archéologie. Et moi j'ai pu étudier ces archives en France et en Allemagne. Et du coup j'ai trouvé des lettres où elle a eu des correspondances à l'époque avec les grands directeurs des musées d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye par exemple. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Et là maintenant je découvre qu'avec l'archéologie féministe, on découvre ces oubliés du passé de notre discipline. Contrairement à d'autres archéologues, et notamment des archéologues hommes de l'époque, elle a fait un travail très rigoureux de enregistrement de ces fouilles qui était vraiment très très visionnaire pour l'époque. Et du coup cette femme-là, elle m'a marqué un peu post-mortem, comme ça, en la découvrant à travers ses lettres, les objets qu'elle a récoltés, et puis les femmes, enfin les témoignages qu'elle a laissés, quoi. À quoi ça ressemble une journée type ? La journée type du conservateur au service régional d'archéologie existe presque pas, mais il y a quand même une constante, c'est donc la gestion des dossiers d'urbanisme. Alors en fait on prescrit des fouilles ou on prescrit des opérations archéologiques sur un territoire. Mon territoire, c'est la métropole lilloise, à la ville de Lille, et tout ça quand même dans une optique de conservation, d'études et de valorisation du patrimoine archéologique régional. Et ça, c'est un peu notre mission à tous. Donc chacun essaye d'intégrer cette notion-là dans sa logique, dans sa logique de métier. Nous avons aussi chacun des missions de recherche quand on essaye de garder, pour garder aussi une expertise et de la pratique de l'archéologie en fait. Et dans mon cas, j'ai travaillé pendant 6 ans sur un château médiéval justement à Cambrai, donc dans la région. Donc on a trouvé un sujet qui est à la fois régional, qui concerne parfaitement nos missions au service régional d'archéologie, et puis où j'ai pu créer un site laboratoire pour appliquer des scanners 3D et voir quelle incidence, quel impact ça peut avoir sur la recherche sur ce domaine des graffitis. Vous êtes nombreux dans ce service ?
Oui, alors on est à Amiens et Lille, on est une bonne trentaine de personnes dans le corps administratif, scientifique et technique. J'allais dire au niveau de la répartition hommes-femmes dans les services régionaux de l'archéologie, on est plutôt bon, on va dire. On est donc 11 hommes et 9 femmes. Là, je parle que du corps des équipes scientifiques et techniques, dont des agents prescripteurs et puis qui ont directement à voir avec la recherche archéologique sur le terrain. Alors c'est la carte archéologique et puis les agents qui prescrivent les opérations archéologiques et puis qui font le contrôle scientifique et technique. Donc voilà, alors on est 9 femmes et 11 hommes, voilà. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les chefs, c'est quand même des hommes. Donc pour l'archéologie. Pour les autres services patrimoniaux, c'est un peu différent. Pour revenir un peu à l'archéologie, c'est assez révélateur. Je pense que un peu de manière empirique, j'ai travaillé donc sur le terrain, chez des opérateurs privés, publics, donc sur des fouilles et diagnostics. Après, j'ai travaillé dans les laboratoires et puis maintenant dans le service de l'État en administration. Et on remarque quand même que dans le gros du métier, il y a quand même beaucoup de femmes et souvent c'est assez équilibré au niveau des techniciennes de fouilles. Il y a pas mal qui sont donc des femmes et puis il y a même au niveau terrain, il y a pas mal de responsables d'opérations aussi qui sont des femmes. Maintenant, où il y a un petit, quand même, quelque chose que je remarque, pareil, toujours de manière assez empirique, mais une impression que j'ai, c'est que dans les étages supérieurs, à partir des étages des coordinateurs, des chefs, là, on tombe quand même dans un système beaucoup plus ancien, où il y a un grand manque de collègues femmes, en fait. Donc, d'un coup, les chefs, c'est quand même les hommes. Donc, les petits chefs, responsables d'opération d'un terrain peut être donc une femme et puis après on rentre plutôt dans un domaine masculin. Et dans ce milieu, vous constatez des comportements sexistes ? On est quand même des fois témoin de petites remarques qui sont de l'ordre sexiste en fait, parfaitement. On dit toujours rien de méchant, mais c'est quelque chose qui est quand même qui s'entend des fois quand même. Maintenant, j'ai l'impression que depuis les années 90, en tout cas fin des années 90, où j'observe la profession, les faits n'a pas vraiment changé, quoi. On n'a toujours pas plus de femmes chefs dans les services, voilà. Donc et forcément je pense que depuis le début des années 2000, il y a un gros mouvement associatif sur les sujets qui se met en place, qui a eu surtout, je pense, son origine dans les universités avec une émancipation forte de certaines chercheuses qui disent à un moment donné ça suffit, et puis il y a un côté mouvement militant qui s'est organisé et puis qui est très présent, du coup dans les colloques sur les métiers, en fait. On trouve des apparitions de la question des genres dans la profession, où les choses sont mises à plat, où on les discute, et le fait que ces communications existent, c'est que il y a aussi une sensibilité à cette question, à accueillir ce genre de témoignages et puis à alimenter ce débat autour de la question des genres dans le métier de l'archéologie. Et ça, c'est vrai à la fois en France qu'en Allemagne. C'est qu'il y a même des créations d'associations assez importantes sur les femmes en archéologie, qui thématise de manière assez intéressante, en fait, deux aspects, parce qu'il y a l'un, c'est les acteurs de l'archéologie, les femmes, ou les hommes, et l'équité de ces acteurs. L'autre, c'est même
ça touche le sujet de notre métier. C'est l'interprétation des faits archéologiques même. C'est que pendant un moment, il y avait vraiment ce préjugé ou cette interprétation quand on trouvait c'était vraiment les clichés. Quand on trouvait des armes, on était face à un homme, et quand on trouvait des bijoux, on était face à une femme. En fait, je grossis les traits, mais à peine. Et en fait, ces dernières années ont montré, et d'ailleurs grâce aussi à ce mouvement féministe en archéologie, c'est de revoir un peu les données et se rendre compte que tout ça, c'est pas du tout, c'est des idées reçues qui sont complètement stéréotypés, et puis des standards datant du 19e siècle, qui sont l'homme fort, voilà, et puis guerrier, et puis voilà, maintenant on revient complètement de tout ça. Il y a des chercheurs, je pense notamment aux travaux de Marilène Patou-Matisse, qui est préhistorienne, donc au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui a fait un gros travail sur les femmes en archéologie, les actrices et aussi les femmes du passé, et puis qui montre que en révisant pas mal de sites archéologiques, on se rend compte que voilà, les femmes avaient un statut bien différent à ce qu'on puisse imaginer aujourd'hui. En Allemagne, c'est bien différent ? J'ai commencé effectivement des études en Allemagne qui sont organisées de façon un peu différente qu'en France, parce que c'est un système un peu moins scolaire. Du coup, j'ai vite travaillé assez régulièrement sur des chantiers d'archéologie préventive, et j'ai tout de suite touché un petit peu au quotidien du travail de terrain. Au niveau de la répartition, c'est sensiblement similaire à la France. Il y avait beaucoup d'étudiantes en archéologie. Il y avait aussi déjà dans les débuts des années 2000 des responsables d'opérations, donc femmes. Mais effectivement aussi les grands chefs, c'était des hommes en fait. Mes études en Allemagne, ils ont sur le sujet des genres n'ont pas révélé des grandes différences, sauf que en Allemagne on a globalement un autre problème qui est celle de la construction familiale, et puis on sait que la courbe démographique en Allemagne elle est différente de celle en France, et puis il y a un gros sujet sur les familles sans enfants, parce que l'exercice des professions aujourd'hui ne permet difficilement d'avoir des enfants en fait, surtout. Et là c'était un sujet pour les femmes qui disent que bon, nous aussi on a envie de bosser, et puis voilà, à un moment donné le système ne suivait pas de permettre ça, et puis le choix a été fait par beaucoup de familles de dire ok, du coup on n'aura pas d'enfants, et puis pour faire notre métier quoi. Donc voilà, et puis là on revient un peu à ce sujet aussi, c'est que de cette interruption de la carrière de beaucoup de femmes au moment où il y a un enfant, un enfant qui apparaît dans la vie quoi. Donc Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières en arrivant en France ? De difficultés, j'ai pas rencontré des difficultés particulières, si ce n'est découvrir un système qui est un peu différent, notamment les concours par exemple. C'est que le concours tel de la fonction publique par exemple, elle n'existe pas en Allemagne. C'est quelque chose de complètement inconnu. Le recrutement sur la base de concours, du coup c'est quelque chose que je découvrais. J'ai dit ah bon, donc c'est pour ça aussi j'ai un parcours un peu atypique en tant que conservateur du patrimoine, parce que j'ai pas fait les écoles préparatoires, mais je me suis présenté au niveau de la thèse. En fait, je me suis inscrit dans les concours, et puis du coup, j'avais pas fait les écoles préparatoires de ce concours. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France qui ont choisi de porter et de financer intégralement ce podcast. Un immense merci aux équipes, et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadren.
Ce podcast a été réalisé par le Studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé et Michel Rommel. Les musiques sont de Unicorn Heads. À bientôt!